On n'a pas toujours envie de choisir entre l'éclat du jour et la magie de la nuit. C'est encore loin. Ah, on y est presque. Ah, ça se mérite, hein. Entre le sucré et le salé. Mangez du poisson, vous aurez de vos enfants. Ma maman en a mangé. Ouais. Entre le vin blanc et la liqueur. Là dehors, on fait dans le brutal, on fait dans l'étrange. Entre la bande de guignols et les autres. Cadabra. Vive le chocolat. Non, c'est pas ça. À Paname, on ne choisit pas, on découvre tout. Quand on arrive sur les hauteurs de Passy, difficile de mettre de côté les clichés sur le 16e arrondissement. Un quartier qualifié de bourgeois, voire d'aristo, surprotégé par la présence de nombreuses ambassades. C'est vrai qu'au premier abord, et même avec la volonté d'envoyer paître les idées reçues, je suis, comment dirais-je, frappé par l'apparente quiétude existentielle de ses habitants. Voilà pour le décorum, mais derrière le faste, que reste-t-il du fameux village de Passy? Petit conseil, pour sentir et comprendre l'ambiance d'un lieu, n'hésitez pas à vous rendre au marché. À Passy, tous les jours, la halte des années 50 se réveille aux premières lueurs. L'heure pour la trentaine de commerçants de préparer soigneusement les étals et d'attendre le chaland. C'est le moment que je choisis pour les rejoindre. Avant, je finis de me réveiller avec le petit café d'Arlette. Merci. J'ai pris rendez-vous avec Antoine et Jean-François, marailleurs de père en fils. Deux figures du marché couvert, ces commerçants sont très attachés à l'esprit de famille du quartier et soucieux de proposer des produits de qualité à une clientèle qui fait très attention à ce qu'elle achète. Ça a l'air d'un- Ouais, magnifique. La roussette, la sole. Alors on se met où? On se met là. Faut que j'enlève mes bijoux. Petite incision, voilà. Petite incision Dans l'autre là, sens, dans l'autre sens, là. Voilà, tac, tac, c'est bon. Hop. Voilà, les ouïes. Voilà. Voilà, petite résistance. Bien. Voilà, les viscères. Et j'ai fait ça Toujours toute. très agréable. Oui, c'est très agréable le matin. Oh, bah, t'as fait ça toute ta vie. Bah, c'est je bien, vois. super. Ça fait combien de temps que tu es ici? Une vingtaine d'années. Hein. Enfin, ici, non, pardon, ça fait 10 ans à peu près. Dans ce marché? Ouais, ça va faire la 10e année. Ça existe vraiment alors le village de Passy? Au fil des années, on connaît bien les gens, leurs habitudes, voilà, leur vie, ils connaissent un peu la nôtre. Donc non, c'est sympa. Voilà. Donc tu connais les mariages, les divorces, les Les naissances? divorces, les mariages, les naissances, tout à fait, ouais. Comme dans un village. Presque. Les gens de Passy sont quand même assez exigeants, hein. Ils veulent de la bonne Exigeant, oui, marchandise. sur de la bonne marchandise, avec des prix cohérents, voilà. Donc c'est pas parce qu'on est dans le 16e qu'il faut les assassiner. Ici, il y a une palette d'articles, on va de la sardine au bar, au caviar, au homard, je veux dire, voilà. Bien fariné et bien saisi, comme des frites. Allez, voilà. C'est papa? Ça c'est papa, voilà, le patriarche. Vous en avez 3 Bonjour, pour... papa. Il y a une cinquantaine, Bonjour. Ça plus va? de 50 Très ans bien. d'expérience. Toujours. Vous êtes toujours là? Oui, toujours. Vous Fidèle quittez au pas. poste. Voilà, 15 €. Mangez du poisson, vous aurez de beaux enfants. Ma maman en a mangé. Ouais. Et beaucoup, hein. Je croyais que vous étiez à la retraite. Ben non, vous savez, c'est un métier qui conserve. Hein, et puis bon, on est heureux d'être là. On a une clientèle sympathique. Il y a un environnement agréable. Et voilà, Comment ça, une clientèle sympathique? on a des gens de différents milieux sociaux, des artistes, des politiques, des industriels, enfin des gens qui allez, disons, qui ont les moyens. Et ce marché-là, il est différent des autres marchés parce que vous en avez fait d'autres, vous?
Oh oui, j'ai roulé ma bosse à 75 ans, j'ai roulé ma bosse un peu partout. Hein. Ici, c'est une... Alors, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est une clientèle bourgeoise. Mais quand on dit bourgeois, c'est pas pour ça qu'ils sont pas sympathiques. Moi, on m'a raconté aussi que les gens ici, ils cuisinaient. Pas vous, mais les clients. Oui, les gens, ça, c'est important. Oui, les gens cuisinent beaucoup. Et c'est vrai qu'ici, voilà, les gens restent encore traditionnels dans toutes les fêtes religieuses. Voilà, le week-end, ils aiment recevoir. Merci, messieurs. Je vais y aller, je continue. Au revoir. Bon courage. Au revoir. Salut. Je vous rends votre tablier. Hein. Vraiment sympa, nos amis marailleurs, comme d'ailleurs l'ensemble des commerçants de la halle. Bon, c'est vrai qu'ici, le pouvoir d'achat est largement au-dessus de la moyenne nationale, ce qui donne le sourire et met de bonne humeur. Je vous emmène à présent faire une pause sur le flanc de la colline de Passy. Dans un petit jardin apprécié des amoureux, celui de la maison de Balzac. Une charmante demeure du XVIIIe siècle. Pourtant, le célèbre écrivain s'y sentait, disait-il, comme dans un trou à rats. Avec le conservateur du musée, nous évoquons cette période trouble de l'illustre locataire. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir dans cette belle demeure. C'est vraiment la maison du village ici. Bienvenue à la maison de Balzac. Oui, nous sommes à Passy. Nous sommes à Passy puisque Passy était un village qui est resté indépendant de Paris jusqu'en 1860. Et nous avons ici un des seuls endroits qui donne une idée précise de ce qu'étaient ces habitations sur les coteaux de Passy, les coteaux de la Seine. Alors cette demeure, c'est la demeure de Balzac à une période bien précise de sa vie. Oui, il a habité ici entre 1840 et 1847. C'est une période qui peut paraître relativement courte, mais c'est un tiers de sa période d'écriture. Et c'est pendant ce laps de temps qu'il a conçu la comédie humaine. Il a écrit certains de ses plus grands romans, Le cousin Pons, La cousine Bette, Splendeur et misère des courtisanes. Alors si les gens ici ils aiment bien ce lieu, Balzac, lui, il a été ici un peu contraint et forcé. C'était pas vraiment son choix. Aujourd'hui, on apprécie évidemment l'existence d'un espace vert en plein cœur du 16e arrondissement. Pour Balzac, non, ce n'était pas véritablement un choix. Il a voulu être tranquille, donc il a cherché un endroit où on ne le verrait pas depuis la rue, car à l'époque, la maison n'était pas visible depuis la rue. Il y avait des grands hôtels particuliers qui ne permettaient pas de le voir. Donc il était caché, dissimulé, à l'abri des créanciers qui, évidemment, voulaient récupérer leurs fonds. Alors les créanciers en fait ne sont probablement jamais venus ici, mais le mythe des créanciers est apparu sitôt qu'un escalier intérieur a été créé. L'escalier intérieur est apparu et aussitôt on explique que Balzac utilise cet escalier pour s'enfuir par la rue Berton, prendre la route de Versailles à Paris et s'échapper. Aujourd'hui, c'est un musée. Qu'est-ce qu'on présente exactement dans ce musée? Alors nous présentons essentiellement l'œuvre de Balzac, une œuvre qui est complètement universelle, qui est appréciée en tant que telle. Balzac, de mon point de vue, n'est pas un écrivain parisien du 19e siècle, c'est un écrivain universel, c'est un écrivain d'hier, c'est un écrivain d'aujourd'hui et ce sera un écrivain de demain, parce qu'il parle de l'homme. Alors on voit ses œuvres, on voit aussi ses objets personnels. Certains sont très importants, comme sa cafetière et sa canne. La cafetière a une importance considérable chez Balzac, puisque Balzac est un fou du café. Il se drogue au café et il a écrit d'ailleurs des livres sur les drogues de l'époque, qui sont le thé, le café, l'alcool et le tabac. Et ce sont des pages mais désopilantes, véritablement. Et sa canne? Elle a une histoire sa particulière canne. dans sa vie, quand même. Oui, la canne a une histoire particulière. Cette canne, c'est une canne, aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais c'est une canne monstrueuse. Parce que le jonc, normalement, qui devrait avoir la taille de mon petit doigt, le jonc est énorme. Et quand Balzac est arrivé avec cette canne énorme, disproportionnée, avec en plus des turquoises, les turquoises dans le langage des pierres, c'est la jeune fille pure, la jeune vierge. Vous imaginez un petit bonhomme rondouillard, joufflu, les joues bien rouges, qui d'un seul coup arrive avec cette canne-là. Les gens ont été saisis et évidemment, tout le monde en a parlé. C'est un vrai dandy à l'époque, hein, Balzac. Oui, Balzac est un dandy et Balzac se revendique comme dandy parce que le dandy, c'est le prince de la mode et Balzac pense qu'en tant qu'artiste, il peut jouer sur les choses, jouer sur la mode, mais comme il a conscience que son physique n'est pas véritablement celui des Brumel de l'époque, eh bien, il va être le premier à se moquer de lui-même en prenant cette canne un peu ridicule. Je suis un dandy, mais j'ai conscience que mon physique n'est pas tout à fait adapté. Il faisait partie lui aussi de la comédie humaine. Oui.
Sur les conseils de mon hôte, j'emprunte la sortie débouchant sur une vraie surprise en plein cœur de Paris, la minuscule rue Berton. Près du Porche, une borne sépare deux seigneuries, celle de Passy et d'Auteuil. La légende raconte que Balzac, couvert de dettes, fuyait d'un côté ou de l'autre selon l'adresse de ses créanciers. On relate aussi que l'écrivain empruntait un long souterrain dans les carrières et sortait dans l'ancienne abbaye de Passy, devenue aujourd'hui le musée du vin. Bonjour. Bonjour Marie-Lise. Ça va? Ça va, et Je suis vous? à la recherche. Oui, très bien. Je suis à la recherche de Balzac. Il est où notre ami Balzac? Ah, quelque part bien caché. Ouais. On essaye de le trouver? On y va, on est parti. Ah, vous n'êtes pas claustrophobe? Non, mais c'est assez impressionnant ici quand même. On va loin comme ça? 7 km. Ah, il faut de bonnes chaussures ici. Oui, c'est exactement ça. Attention à la tête. C'est encore loin. Ah, on y est presque. Moi, ça se mérite, hein. Et voilà, notre ami Balzac. Et il est donc là, d'où il vient. Il s'échappe par les galeries. Il échappe à ses créanciers. Ça veut dire que sous Passy, comme ça, c'est plein de tunnels, de galeries. On va jusqu'où? On va jusqu'à Neuilly. En fait, ce sont des anciennes carrières. Ici, c'était une forêt. Et ils avaient besoin de matériaux pour construire les ponts de Paris. Et ça veut dire là, on est où précisément là? On est précisément sous des immeubles. Curieusement, nous sommes au rez-de-chaussée. Donc nous sommes le rez-de-chaussée de plein d'immeubles différents, car nous avons beaucoup voyagé depuis le début. Et ça veut dire quoi? Que si on continue comme ça, on passe sous d'autres immeubles sans... Jusqu'à Neuilly. Jusqu'à Neuilly? Oui. Ça fait combien de temps que c'est un musée du vin? 30 ans. En visite? On visite, allons-y. Je passe devant. C'est un musée privé qui appartient à une confrérie bachique. C'est ça, le Conseil des échansons de France. Donc on est beaucoup de propriétaires qui ont une ou plusieurs parts du musée du vin. Ce sont tous des passionnés. Ah oui, des très grands passionnés de vin. Et qu'est-ce qu'on montre au public ici? Nous avons une belle collection par ici d'objets qui sont soit en bois, en céramique, parfois en étain, des jolis pichets trompe-l'œil. Et nous avons les vins de Paris, région parisienne, avec bien sûr le Clos Montmartre en tête, mais aussi des vignobles que les gens ne soupçonnent pas à Paris. Par exemple, il y a le Clos des Morillons, ça c'est dans le parc Georges Brassens, dans le 15e arrondissement. À Bercy, il y a également des vignes. Et Ça, ce sont des productions de vignobles de particuliers, c'est ça? Ah non, pas celle-ci, ça sont vraiment les vignobles de la ville de Paris. C'est l'œnologue de la ville de Paris, M. Gourdin, qui s'occupe de ces vignes-là. Qui vient ici? Parce que personne ne connaît le musée du vin. Il n'y a qu'à Passy qu'on connaît le musée du vin. Oui, il faut mériter le musée du vin. Oui, on n'a pas beaucoup de visiteurs dans la journée, on a pas mal de touristes, mais ça ne suffit pas à faire vivre un musée du vin privé. C'est 4 sacs à dos et demi dans la journée, c'est pas Il possible. n'y a pas de Parisiens, très peu de Parisiens. Très peu de Parisiens. Nous retrouvons les Parisiens au restaurant. On a un très bon restaurant le midi, donc du mardi au samedi midi. Et sinon, beaucoup le soir. En fait, le gros de notre activité, c'est les locations de salles en soirée pour des dîners et des cocktails. Donc là, nous recevons non seulement des Parisiens, mais beaucoup de provinciaux et énormément d'étrangers. Puis on vient surtout ici pour goûter le vin, non? Oui, Qu'est-ce qu'on va faire là? c'est ce que nous allons faire, c'est le plus important. Allez, on y va. On commence la partie la plus passionnante de la visite, là. La Oui, dégustation. une des parties. À votre santé. À la vôtre, merci. Voilà. Donc c'est un vin qui est transparent, c'est un vin qui est brillant. On a une grande inspiration. Qu'est-ce que ça peut vous rappeler? Un vin que vous avez déjà bu? Oui, c'est un vin que j'ai Oui. déjà bu. Est-ce que ça sent... Enfin, c'est un peu ridicule ce que je veux dire, mais c'est un côté un peu sucré. Le vin est rond, le vin Il n'est est pas rond. sucré. Vous allez mettre la bouche comme pour faire un gros bisou de nourrice et vous la maintenez comme ça en aspirant, c'est-à-dire comme ça.
Ah oui, ça fait pas la même sensation. Vos sensations sont tout à fait différentes. On est sur du chardonnay, sur un mercuret premier cru en côte chalonnaise. Ah oui, Voilà. bravo. C'est pour ça que c'est bon. À votre santé. Merci Monique. Curieusement, je m'aperçois que le musée du vin est situé rue des Eaux. Un passage bucolique que j'emprunte avec Frédéric Gersal, notre monsieur Histoire de Paname. Frédéric, si tu veux bien, on va faire une pause parce que quand on monte par ce passage, on s'aperçoit vraiment qu'on est sur un coteau. Ah oui, un coteau. Et quel coteau, parce qu'on est quand même bien placé. Hein. Enfin, depuis l'origine, on est sur la rive droite de la Seine, avec une vue sur Paris. Et pourquoi ça s'appelle aujourd'hui la rue des Eaux? Elle a été ouverte, cette voie, peu de temps avant le rattachement à Paris. Et en creusant, paf, on tombe sur des sources d'eau, mais de l'eau qui jaillit comme ça. On dit, oh, on va reboucher, puis voilà, on va construire autour. Mais non, on s'aperçoit que l'eau est non seulement bonne, mais elle peut être aussi peut-être curative. C'est à quelle époque, ça? Oh, ben là, on est en 1750, 60, 70, jusqu'en 1840 à peu près. On a découvert ces eaux et on vient prendre les eaux à Passy. Benjamin Franklin, notamment, l'américain. Alors avant, c'était aussi un lieu de villégiature pour la noblesse, Passy. On a commencé à construire parce qu'on s'est dit on n'est pas très loin de Paris. Une belle vue sur Une Paris. belle vue. Est-ce qu'on pourrait pas avoir une belle maison? Et voilà comment vont être érigés les premiers châteaux, de vrais châteaux. Il y avait d'abord le château de Passy, évidemment. Ils ne se sont pas foulés pour trouver le nom. Qui va être transmis à un certain marquis de Boulainvilliers. Son papa lui offre ça en héritage. Du coup, il le prend et il va prendre son nom. Il va donner son nom à ce château qui va devenir le château de Boulainvilliers, comme la rue qui est toute proche. Bon, puis il y avait un deuxième château qui était le château de Lamballe. Madame de Lamballe, c'était une grande copine de Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette, en partant, au moment de la Révolution, en quittant, elle lui envoie un petit mot. « Fuyez, fuyez, cachez-vous !» Mais la malheureuse, elle a été prise par les révolutionnaires. On lui a coupé la tête et on a transporté sa tête sur une pique à travers les rues de Paris. On l'a présentée à la fenêtre, devant la fenêtre de la geôle de Marie-Antoinette qui s'est effondrée, elle est tombée dans les pommes quand elle a vu la tête de sa copine sur un pic. Alors avant la Révolution, c'est ici, à Passy, qu'a décollé la première montgolfière. Oui, en tout cas la première montgolfière avec des aéronautes à bord, habités par des hommes, des êtres humains. Alors ils sont deux. Il y a Pilâtre de Rosiers, le marquis d'Arlande. Et voilà, à l'intérieur de la nacelle, là, juste au-dessous du ballon. Puis d'un seul coup, on crie le fameux cri, là, lâchez tout. Ça veut dire lâchez le ballon, laissez-le monter. Et d'un seul coup, ça part, il monte. Venez, Allez, il on monte. décolle. Allez, retour sur Terre. Je vous l'accorde, la vie de Passy a bien changé. Fini les terrains vagues peuplés de vaches rue Rainoir et le laitier au milieu du carrefour. Mais en fouinant un peu, on découvre encore les traces d'un vrai village comme au 19e. Au 1 rue de Passy, Patrick et sa boutique en sont deux parfaits exemples. Ce caviste chaleureux et rigolard semble venir d'une autre époque. Bah Yvan, qu'est-ce que tu fiches avec ton vélo? Il est beau mon vélo, non? Ah oui, quel plaisir. Tu t'es mis à la bicyclette. J'ai employé un autre mot. Viens voir, Montre-moi. j'ai quelques dossiers à te montrer qui vont t'étonner. Déjà, un pied de vigne de 1850, puisque Ah tu oui. sais que la rue des Vignes, évidemment, comme son nom l'indique, était un vignoble. Donc ça, C'était ça a mon poussé à arrière- Passy. Exactement, c'était mon arrière-arrière-grand-père qui l'a retrouvé. Alors après, je vais te montrer des vieilles bouteilles. Alors je m'installe et je te montre. Là, tu as tout un ensemble de vieilles bouteilles. Et ça se Alors vend là, pas, hein, c'est ta collection Non, c'est particulière. ma collection. Même T'as si des- on m'en donnait une grosse somme, c'est pas intéressant. Je pourrais pas refaire ça si tu veux. Puis chaque matin, quand j'ouvre mon magasin, j'ai le plaisir à les regarder. Hein. Même la poussière, elle est importante. Ah, elle est fondamentale. Là dehors, on fait dans le brutal, on fait dans l'étrange. Alors, ça, c'est clair. alors je vais te montrer. Dans les bouteilles qui sont là, on a toute une gamme. Ça vient de Saigon du Vietnam. Et là, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Eh bien, ça sert à soigner. Quand on prend vraiment les origines, d'abord tu as la vipérine. La vipérine, qu'est-ce que c'est la vipérine? On mettait la vipère dedans, ça servait de fortifiant. Et en fin de compte, elle servait pour les anciens à redonner un petit peu de... C'était un peu le T'es en Viagra. train de me dire que ça se boit. Exactement, ça se boit comme fortifiant. Ça servait un peu comme le Viagra pour les anciens. Ils mettaient la vipère dedans et hop, ça les boostait un petit peu. Un goût relativement infect. Mais comment ils font? Moi, c'est ça la question que je me pose pour rentrer un cobra avec un... C'est Eh quoi, un bien, c'est scorpion? très simple. Ils l'assèchent, ils te le glissent par le goulot.
et après, ils te mettent de l'alcool. Ça interroge vraiment, ça interpelle les gens. Si je faisais une vitrine avec que des petits vins de pays à 3,50 €, les gens, ils verraient même pas que j'existe. Là, en faisant dans l'étrange, ils s'arrêtent et ils prennent des photos et en fin de compte, ils viennent me poser des questions. Ça fait combien de temps que tu es là, Patrick? Ben, moi, je suis né là depuis plus de 4 générations. Tout le monde te connaît ici dans la rue. Non, bon, ils me connaissent surtout pour mon verbal et ma discrétion, parce que le matin, je suis assez chaud. Voilà. C'est-à-dire? J'aime bien dire bonjour à tout le monde avec, j'allais dire avec discrétion, si tu vois ce que je veux dire. Toi qui connais bien l'endroit, est-ce que ça existe encore le village de Passy? Alors, oui, il existe. Il existe jusqu'à une certaine longueur, une certaine distance. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, après, on passe aux fringues. Et il y a moins de convivialité entre les magasins de vêtements entre eux qu'entre les anciens qui sont encore liés à l'alimentaire et qui échangent plus facilement. Alors on dit pique-pente sur les gens de Passy, qui sont un petit peu snobs, qui sont pas vraiment... Ça c'est faux, c'était dans les années 60, à l'époque où ces gens à particules avaient du personnel. Maintenant ils ont pu entre guillemets les talbins pour pouvoir se payer du personnel. Et donc si tu veux, maintenant ils se la jouent beaucoup plus modeste, ils te la jouent moins de la haute, ils sont beaucoup plus proches de toi et plus directs, et surtout ils sont beaucoup plus discrets. Un vrai bonheur ce Patrick avec son franc-parler et une belle rencontre. Vraiment, n'hésitez pas à l'interpeller, il adore ça. Il me rappelle que Paris est une ville aux accents multiples et que Passy n'échappe pas à la règle. Je remonte la rue pour rejoindre le très reposant jardin du Ranelagh. Quand j'entends le son d'une cloche qui me rappelle de lointains souvenirs. C'est l'heure de Guignol, une attraction incontournable pour de nombreux enfants du quartier. Le théâtre appartient à la mairie de Paris, mais c'est le territoire de Pierre. Il anime avec passion l'un des 6 guignols de Paris. Voici madame, merci beaucoup. Allez-y. Merci, allez-y, entrez. Bonjour, Bonjour. c'est autorisé aux grands enfants? Oui, 3 €. Ah oui, ça dit qu'est là. Mais oui, Bon. mais il y a tout les renseignements. Il y a du monde aujourd'hui, tiens. Merci beaucoup. Tu fais tout ici, hein? Tout, même le ménage. Alors, C'est quoi la journée d'un... non, c'est pas une journée de mineur de fond quand même, faut pas exagérer. Ça Non, commence mais c'est... voilà, effectivement, je suis seul. Donc, comme je suis seul, je m'occupe de tout, quoi. Voilà, je m'occupe de tout. L'installation, faire les spectacles, faire la caisse, sonner la cloche. Voilà. Là, c'est speed entre deux spectacles. Oui, il y a un quart d'heure, donc il n'y a pas le temps de se reposer. On laisse les gens sortir et hop, on enchaîne. Ça commence dans 10 minutes. Il y a encore de la place pour moi? Oh, bah oui, il y a même de la place sous les bancs et sur le toit. Ah, voilà. Alors, on y va. franchement... Allez, on y va, on commence. Je vous laisse. Je me concentre. Abra, cadabra, vive le chocolat. Non, c'est pas ça. Non, je suis déconcentré, c'est pas ça du tout. Là, ça va pas du tout. Ah, attendez, je reprends. C'est actif, Guignol, hein? Oui, c'est un peu physique, oui. Oui, ça demande de l'énergie. On est fatigué après une représentation? Oh, après une, non. Après 3, oui. Mais oui, ça demande de l'énergie, mais il faut être dans l'énergie, comme tous les spectacles vivants. Tous les spectacles vivants, c'est ça. Le public était sympa? Oui, ils étaient toniques. Ils avaient un peu de peps. Non. Comment non? Ils avaient envie de s'amuser, donc on a pu s'amuser. Il est parti la chercher? Oui. Mais il avait rendez-vous ici avec elle. Pourquoi il est parti la chercher? Quelle est la place du Guignol ici, dans le quartier à Ranelagh? Qu'est-ce que ça représente ce théâtre? C'est un peu, alors modestement, c'est quand même une locomotive, en tout cas dans le jardin du Ranelagh dans lequel on est, qui est fait d'attractions pour les enfants, balançoires, manège de chevaux de bois, chalet de confiserie, etc. Mais c'est quelque chose qui est un peu un moteur. C'est-à-dire que les gens viennent voir Guignol, ça amène du monde, ça permet de faire vivre aussi le jardin. Et d'ailleurs, quand le théâtre est fermé, ce qui peut lui arriver, on voit bien que le jardin est un petit peu plus tristounet, quoi. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je fais ça depuis 1979, donc 35 ans. T'as dû en voir passer des générations. Oui. Ceux que j'ai vus quand j'ai commencé en 79, qui avaient, allez, disons, prenons pas 10 ans, prenons ceux qui avaient 7-8 ans, qui est la tranche d'âge, faites le calcul, 35 plus 8, vous êtes à 43. Donc aujourd'hui, ils sont pères de famille. Et alors leurs enfants ont changé ou c'est la même chose? Ils se comportent pareil? Mais non, c'est les mêmes. C'est les mêmes. La seule différence, c'est qu'ils ont, à côté de ça, des choses que n'avaient pas leurs parents. Les jeux vidéo, toute cette électronique, etc. Mais sinon, c'est les mêmes. Qu'est-ce qu'il faut raconter comme histoire pour intéresser les gamins d'ici? Ah, d'ici? Ah non, mais d'ici, que ce soit ici ou que ce soit à l'autre bout de Paris, c'est pareil. Notre répertoire, il est fait des contes de fées et puis des pièces originales qu'on a créées, pour lesquelles on parle de choses très simples, parce qu'on va faire court.
de voleurs, de gendarmes, mais pas que ça. Moi, je change de spectacle toutes les semaines. Tous les mercredis, on refait un nouveau spectacle, on change les décors, les marionnettes et l'histoire. C'est comme vous voulez, le mercredi avec les enfants ou un autre jour de la semaine. Croyez-moi, le village de Passy mérite vraiment le détour. De belles surprises vous y attendent. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet France 3 Paris et retrouver les bonnes adresses sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.